Je propose que vous commenciez le temps que j'aille sur Facebook. Aïssatou, vas-y. Bonsoir, chers panélistes, chers membres et sympathisants de l'Association Synergie pour l'éducation au numérique et aux médias, chers collègues, parents d'élèves et élèves. Nous revenons encore, comme nous l'avons fait avec la série de synthèse. Aujourd'hui, c'est avec la cellule de français qui va nous faire maintenant la synthèse sur le résumé de texte. Madame, ton micro est ouvert. On est toujours dans une session d'entraînement. Session d'entraînement, toujours. Non, le webinaire a démarré. Donc, aujourd'hui, nous accueillons maintenant la cellule de français avec un professeur du lycée de Pékin, du nom de Adam Andao. Et aussi, comme modérateur, nous avons M. Abdourahmane Mané du lycée de Onsane de Bignona. Nous avons aussi également Madame Dumondong, Madame Fall. Aujourd'hui, comme d'habitude, je profite de l'occasion pour remercier Amina Diagne, directrice de Mina Pro, qui nous a donné maintenant accès à son lien Zoom pour cette série de webinaires. Je remercie également Mme Laïme Mouna Diakhaté, partenaire présente de l'Association Synergie pour l'éducation au numérique et aux médias. Je remercie également M. Khalidou Sy, le technicien de ces synthèses, et aussi aux membres de CENOM et à tous les collègues qui ont permis ces séries de synthèses. Monsieur Mané, Abdourahmane, tu as la parole. Oui, merci beaucoup, Sohna Aïssatou. Voilà, aujourd'hui, comme tu viens de le dire, nous accueillons Adam Andao. Adam Andao est un professeur chevronné de lettres modernes, qui est un féru des nouvelles technologies, donc qui est très numérique. Et nous avons l'honneur de l'accueillir. Il est professeur au lycée de Pékin. Nous avons avec nous aussi Madame Djouma Ndong, Madame Fall, donc, et moi-même, Abdourahmane Mané. Donc, vous avez avec vous des professeurs qui vont vous entretenir d'un exercice littéraire, à savoir le résumé, qui est normalement suivi de la discussion, bien évidemment. Mais puisque dans les synthèses passées, on a eu à revenir sur un peu la dissertation et bien évidemment la discussion, parce qu'il n'y a aucune différence entre la dissertation et la discussion. Donc aujourd'hui, Mouchanda va revenir un peu de manière pratique sur le résumé. Donc, il ne va pas, comme on a l'habitude de le dire, revenir intégralement sur le cours déjà dispensé par les professeurs en classe, mais il va seulement nous permettre de faire une synthèse qui revient un peu sur les compétences qu'on doit avoir, sur la méthode à utiliser devant un sujet de résumé. Monsieur Ndao, vous avez la parole. Bonjour chers élèves et bonjour chers collègues. Bonjour également chers parents qui nous écoutez. J'ai un peu l'honneur d'être votre serviteur aujourd'hui pour vous présenter, comme on vient de le dire, le résumé. Et M. Mané a bien précisé que je ne reviens pas vraiment sur la technique qui est largement traitée dans nos classes. Moi-même, je l'ai bien traité et justement, je convie même parfois mes élèves à venir assister à cette mini-conférence parce qu'il y a quelques détails sur lesquels parfois nous ne nous arrêtons pas. Et je voudrais vous permettre de mieux comprendre un peu quelques astuces pour aborder le texte et ainsi
éviter de tomber dans le mythe de l'épreuve difficile, comme souvent c'est le cas pour l'épreuve de résumé et de commentaires qui sont quelque part même les parents pauvres. En série scientifique, c'est moins compliqué, mais en série littéraire, le résumé et le commentaire sont les parents pauvres. Et pour remédier à ça, je vais essayer de vous montrer que c'est un mythe qui doit tomber, d'autant plus que le résumé, dans sa formulation, qui est constituée de 2 parties d'ailleurs, parce qu'on parle de résumé suivi de discussion. Le résumé, c'est 10 points. Il ne faut pas minimiser ces 10 points-là, se disant certainement que la discussion est beaucoup plus abordable, on va se rattraper là-bas. Mais quelqu'un qui ne maîtrise pas bien le texte à résumer, certainement va avoir quelques difficultés pour résoudre le problème de discussion. Alors, c'est ce problème, cet équivoque-là qu'il faudra lever, qui consiste à croire que, voilà, c'est une épreuve un peu complexe. Effectivement, ça demande plusieurs compétences. Une compétence de lecture, non pas de déchiffrer des syllabes et des mots ou bien des phrases, mais plutôt pour comprendre la pensée d'un auteur qui, comme on le sait, est très bien en français. Parfois même, il est excellent en français. Donc, proposer à des élèves quelqu'un qui maîtrise très bien le français et qui écrit un texte parfois très difficile, je pense que c'est pas a priori très facile. Mais quoi qu'il en soit, nous allons essayer de nous débarrasser de ce mythe-là. Donc, je vais vous rappeler rapidement la méthode pour qu'on puisse être dans le bain. Alors, je vous convie à voir un peu cette présentation. Donc, voilà. Le résumé va apparaître sous forme de trois diapos, c'est-à-dire que je vais rappeler la méthode en 3 étapes. D'abord, il y a la première étape qui consiste à lire et à comprendre un texte. Et justement, je vais surtout prendre plus de temps ici. Donc, voilà ce que nous avons tous vu dans nos classes respectives. C'est-à-dire que dès que vous avez un texte, il va falloir cerner le texte, c'est-à-dire comprendre le texte à l'envers et à l'endroit. Donc, pour cela, la lecture du paratexte et du texte s'avère nécessaire. D'abord, identifier la situation d'énonciation en repérant d'une part les pronoms de l'énonciation, qui parle à qui. Et ça aussi, c'est important parce que ça vous permet de mettre la main sur les pronoms dominants du texte, parce que quand on résume, on doit garder le pronom énonciateur. Si c'est un je qui énonce, donc on garde le je. Si c'est un tu, on garde le tu, et ainsi de suite. Alors, il y a aussi le repérage des temps et des modes verbaux de l'énonciation qui participe également de la tonalité, comme on le sait. Donc, si le texte, par exemple, est au passé, il va falloir aussi respecter le passé employé par l'auteur. Et déjà, comprendre un texte commence par cerner le thème, c'est-à-dire de quoi parle-t-on dans le texte. Et au-delà de ce thème-là, il va falloir également identifier la thèse, c'est-à-dire l'idée qui est défendue tout au long du texte. C'est-à-dire que si le texte est composé de 3, 4, 5 paragraphes, 6 peut-être même parfois, il faut se dire que tous les paragraphes, en fait, servent à démontrer une thèse qui est une idée énoncée quelque part dans le texte, et très souvent au début du texte. De toute façon, c'est une remarque qu'il faudra faire tout de suite, c'est que la plupart du temps, le texte propose une thèse explicite. Mais cette thèse peut ne pas être explicite, mais nous allons voir tout à l'heure qu'il y a toujours des raccourcis pour être sûr de la thèse du second. On y reviendra tout à l'heure. Enfin, il faut se dire que dès qu'on a lu le texte et on a
identifié le thème et on a identifié la thèse, c'est-à-dire de quoi on parle dans le texte et ce qu'on dit de ce thème-là, et ça nous permet d'isoler une phrase qui résume en fait la thèse défendue et qu'il faudra tout de suite mentionner au brouillon parce que le travail de résumé a besoin de 2 brouillons en réalité. Le premier brouillon, c'est le texte lui-même qu'on vous donne, c'est-à-dire que vous travaillez directement sur le texte avec un surligneur, je vais en parler tout à l'heure. Ensuite, vous encadrez les connecteurs logiques, c'est le diapo qui va venir tout à l'heure. Donc, si vous avez déjà votre thèse mentionnée sur votre feuille de brouillon, déjà, ça vous permet de savoir que vous avez déjà un cap à tenir pour ne pas dévier dans la lecture des paragraphes qui vont suivre. Donc, pour repérer maintenant les idées essentielles dans l'étape 2, c'est d'abord, il faudra reprendre le texte, relire le texte, c'est-à-dire ici, il ne faut pas être paresseux parce que on risque de se dire, de toute façon, j'ai lu le texte, je l'ai compris, mais une première lecture peut vous dérouter, mais en lisant et en relisant, on va commencer à identifier les mots-clés qui sont souvent en rapport avec la thèse. Je reviendrai sur l'exemple tout à l'heure. Ensuite, il faudra entourer les connecteurs logiques. D'ailleurs, ce sont les connecteurs logiques qui aident à identifier les idées essentielles et les relations que celles-ci entretiennent. Et dans le même mouvement, donc, on va souligner et surligner ces idées essentielles ou bien on va les encadrer par des crochets carrés et les isoler des autres aspects du texte qui ne sont pas essentiels. Donc, repérer aussi les exemples illustratifs à éliminer, c'est-à-dire les exemples illustratifs, ce sont des exemples qui se caractérisent par le fait que ça parle de quelque chose de concret, mais aussi, très souvent, c'est des aspects, c'est des informations qui reprennent d'autres informations déjà énoncées par un argument. C'est ce qu'on appelle en fait un exemple illustratif. Parce qu'on peut rencontrer des exemples argumentatifs, c'est-à-dire que c'est un exemple, certes, mais au-delà de cet exemple-là, il n'y a pas d'autres informations et qui reprend d'autres informations qui reprennent en fait cet exemple énoncé. Donc, pour résumer, on va noter ces idées essentielles ainsi identifiées dans leur ordre. Je dis bien dans leur ordre dans le texte, au brouillon, sans oublier de remettre les connecteurs logiques et qui prouvent qu'aucune des idées n'a été omise. Et autre aspect également qu'il faudra prendre en compte, c'est que très souvent, les paragraphes sont des témoins pour identifier un peu les idées essentielles. Mais ce n'est pas dans l'absolu. On le verra tout à l'heure avec la proposition de texte que je vais faire. Donc, dans la dernière étape maintenant, on va passer à la rédaction du résumé. Donc, ici, on est carrément au niveau de notre feuille de brouillon. Donc, il faut réécrire le texte de façon personnelle. Et quand on dit de façon personnelle, il faut éviter de recopier des portions du texte. Il faut éviter de recopier des passages entiers, des pans entiers du texte. C'est-à-dire qu'il faudra surtout se dire que le texte de résumé est un texte mien. C'est-à-dire que le français est mien, les phrases, l'essentiel des mots sont miens. Donc, surtout les mots-clés, et certains d'entre eux peuvent même être conservés faute de substitut. C'est-à-dire qu'on a beau chercher des mots pour les remplacer, mais on n'en trouve pas. Il faut mieux conserver ces mots-là. C'est vrai que parfois, on a peur de conserver certains mots et de se dire que le professeur va nous sanctionner, mais quoi qu'il en soit, il y a des mots qu'il ne faut pas, surtout les mots qu'il ne faut pas remplacer, surtout les mots du thème. Par exemple, un texte qui vous parle de la littérature, le mot littérature, vous ne pouvez pas le remplacer. Donc, il va falloir le garder tel quel. Ou, à la limite, de recourir à des périphrases, ce qui n'est pas également très intéressant puisque les périphrases, déjà, nous mènent plus vers le commentaire que vers le résumé parce qu'on doit réduire les mots. Donc, après avoir
fait ce travail de reformulation qui est la réécriture du texte, il faut compter le nombre de mots et réajuster aux besoins en plus ou en moins. Et pour cela, il faudra revoir un peu la technique d'économie de mots. Alors, la technique d'économie de mots, ça aussi, c'est des activités qu'on fait en classe. C'est-à-dire que il faut chercher un mot générique pour des énumérations. Voilà. Par exemple, si vous avez dans les idées que vous avez reformulées, vous avez énuméré, il faudra penser à tout simplement trouver un mot générique. Parfois, une expansion comme la relative peut être remplacée par un adjectif et ainsi de suite. Ensuite, il faut toujours penser à mentionner le nombre de mots en bas du résumé et surtout relire pour corriger l'expression. Alors, à ce niveau-là, vous pouvez même, je conseille de relire 2, 3, 4 fois en fonction des types de fautes qu'il faut traquer, excusez-moi le terme. Donc, je vais relire uniquement pour voir si le genre et le nombre a été bien respecté pour les accords. Je relis encore pour voir si mes conjugaisons sont correctes, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et je peux même lire pour voir si, par rapport au texte de départ, je n'ai pas omis des idées ou bien je n'ai pas ajouté des idées. Parce que là également, c'est très dommageable d'ajouter des idées. C'est très tentant parce que parfois, on vous donne un texte très agréable où vous avez même plus d'idées disponibles que le texte. Alors, parfois, vous avez une très belle idée et que vous n'avez pas dans le texte et que, voilà, elle vient s'imposer à vous. Malgré tout, il faut résister, il ne faut pas vraiment l'ajouter. Voilà pour la technique de façon ramassée. Maintenant, nous allons nous parler d'un aspect fondamental et qui est souvent occulté par les élèves, c'est-à-dire la compréhension. Et justement, je l'ai évoqué un tout petit peu à l'entame de mon propos. Si vous avez un texte, il faut se préparer, c'est-à-dire se mettre en condition avant l'épreuve. Et cela commence par avoir déjà présent à l'esprit le fonctionnement des textes. Excusez-moi. Ok. Monsieur Ndao, voilà une question. Oui, allez-y. Quelle est l'attitude du correcteur qui se trouve devant une feuille où l'élève, le candidat, n'a pas mentionné le nombre de mots qu'il a utilisé dans son résumé? Et plusieurs cas peuvent se présenter. Il n'a pas mentionné, mais il est dans l'intervalle, dans la fourchette. Oui. Il n'a pas mentionné. Il est largement au-delà de la fourchette. Ça peut être aussi un petit malin qui se dit, et ça, je déconseille ça aux élèves, qui se dit, le professeur ne va pas lire, donc puisque je sais que j'ai fait 195 mots alors que je devais m'arrêter à 110, je vais lui faire croire que j'ai fait 110 mots, 110 mots. Quelle est l'attitude des correcteurs en général devant des élèves qui ne respectent pas la consigne? Alors, à ce niveau-là, je pense que vous l'avez déjà dit, mieux vaut ne pas vraiment tricher avec le nombre de mots, ça c'est un. Deux, c'est pour cela que je dis qu'il faut se mettre en condition, c'est-à-dire se préparer mentalement. Tout est dans le brouillon. Parce que dès que l'oubli arrive au niveau du brouillon, il y a fort à parier que l'élève va oublier aussi, en recopiant au propre dans sa copie, il va oublier de mentionner le nombre de mots. Donc, oublier de mentionner le nombre de mots peut être très, très grave en fonction du professeur qui corrige, mais il me semble que ce qui est plus grave encore, c'est le dépassement du nombre de mots ou bien ne pas atteindre la limite du nombre de mots et de mettre un nombre de mots qui est sciemment falsifié. Parce que, je vous dis, on va se mettre dans la peau de l'élève. Il se dit que oui, bon, le professeur, il a énormément de copies, donc il ne va pas, comme tu l'as dit, il ne va pas compter le nombre de mots. Mais avec quelqu'un qui a déjà la bosse de la correction, je pense que dès qu'il regarde une copie,
il a à peu près le nombre de mots. Par exemple, le prof, il peut même utiliser un certain nombre de techniques pour déjà confirmer son soupçon. Il compte le nombre de mots de la première ligne, le nombre de mots de la deuxième ligne, et à peu près faire une moyenne et compter le nombre de lignes du résumé de l'élève, et faire une multiplication, et ça lui donne à peu près. Et dès que son soupçon est quasi confirmé, il va compter. Parce que si on a 50 mêmes élèves qui résument, on ne peut pas soupçonner les 25 très souvent. Il n'y a que 5, 10 élèves qui font le malin, peut-être, excusez-moi le terme. Mais les profs ne se prennent pas ici à ce jeu de dupes. Ils seront forcément alertés par quelque chose. Donc, le mieux, c'est de ne pas vraiment essayer de tricher. Maintenant, moi, à mon avis, il peut arriver qu'un élève oublie. Ça arrive très rarement quand même. Mais si c'est le cas, je vais parfois regarder si l'élève a dépassé ou pas. Et parfois, je me mets même à compter. Donc, je pense qu'à des cas pareils, tout dépendra peut-être du professeur pour un oubli de l'élève, surtout s'il est dans la fourchette et que le résumé est bon. Donc, il peut juger, mais ça peut faire perdre des points. C'est ça le drame. Donc, merci beaucoup. Mieux vaut ne pas vraiment vous hasarder à tricher ou bien à oublier de mentionner le nombre de mots. Voilà. Merci beaucoup. Je pense que vous avez retenu le conseil. Surtout, mentionner le nombre de mots, même au brouillon. Même au brouillon. C'est ça. Voilà, comme ça, vous n'allez pas oublier. Voilà. Merci, M. Ndao. Et si on maintenant continuait en essayant de faire quelque chose de beaucoup plus concret, que nous proposez-vous? Voilà. Vous avez ici un texte que j'ai souligné. De toute façon, je ne vais pas m'attarder sur les détails du texte, mais je pense que vous pouvez revoir un peu ce visuel-là. Et vous remarquerez qu'en jaune, déjà, bon, de toute façon, il y a une petite légende en haut. En jaune, vous avez les idées essentielles. En mauve, vous avez les connecteurs. Et déjà, ça vous guide un peu sur la progression des idées du texte. Donc, pour maintenant, à partir de là, je vais faire un tout petit peu de théorie par rapport à ce que vous voyez. C'est-à-dire que si vous avez un texte, comme c'est le cas ici, vous avez 3 paragraphes. Alors, très souvent, alors je le dis à titre indicatif, ce n'est pas dans l'absolu, mais très souvent, la thèse est énoncée dès le début du texte. Et à chaque début de paragraphe, vous avez la plupart du temps l'énoncé de l'idée. Il peut arriver par contre que l'idée ne soit pas explicite. Mais quoi qu'il en soit, très souvent, l'idée de base du paragraphe se trouve en début de paragraphe. Parfois, parce que tout dépend de l'argumentation, parce que si c'est l'argumentation quand c'est inductif ou quand c'est déductif, vous verrez que parfois, l'idée peut se retrouver à la fin du paragraphe. Dans ces cas-là, très souvent, il y a un exemple qui est quelque part avant l'idée. Donc, ce qui fait que nous, on retient que l'idée, dans la majorité des cas, apparaît au début du paragraphe et parfois à la fin du paragraphe. Maintenant, une autre astuce. C'est-à-dire que si vous avez déjà énoncé, comme je l'ai dit tantôt, vous avez énoncé avec votre propre phrase la thèse du texte que vous avez mentionné quelque part sur le brouillon. Donc, on va chercher toutes les informations qui viennent corroborer la thèse défendue par l'auteur. C'est-à-dire que dans chaque paragraphe, il y a une information nouvelle apportée par l'auteur par rapport à cette thèse-là. Et cette information nouvelle est à chercher dans le paragraphe et surtout au début de chaque paragraphe, il y a une information nouvelle. Donc, pour récapituler, trouver la thèse qui est déjà une expansion tout simplement du thème. Supposons ici, vous avez le racisme, et ensuite on vous dit, le racisme, dès la première phrase, le racisme est une doctrine qui affirme
la hiérarchie des races. Donc ici, on sait que dans tout le texte, il va falloir chercher tout ce que l'auteur dit pour confirmer sa thèse, que le racisme est une doctrine qui cherche à mettre les races les unes sur les autres. Et justement, dans le premier paragraphe, on va voir une première idée, c'est-à-dire qui fonde cette affirmation, en l'occurrence la thèse. Dans le deuxième paragraphe, et vous allez voir or, on va voir que ce or-là est un connecteur logique qui permet d'introduire une autre idée et qui va s'opposer à l'idée de départ. Or, la théorie de la hiérarchie des races, aussi bien que celle de la pureté des races, est dépourvue de tout fondement scientifique. Donc, dans le premier paragraphe, il se fonde, ce qui milite pour la hiérarchie des races se fonde sur une pseudo-affirmation scientifique, alors que cette affirmation n'a pas de fondement. Vous voyez donc, il y a une opposition à ce niveau-là entre le premier paragraphe et le deuxième paragraphe. Et ensuite, il y a ce qui est souligné, comme je l'ai dit tantôt, on souligne l'idée qui vient corroborer cette thèse-là. Ensuite, on a un autre connecteur vers la fin qui est une sorte de conclusion. On a d'ailleurs ici, introduit une conséquence. Donc, c'est-à-dire que l'idée de départ qui est énoncée dans ce paragraphe-là débouche sur une conséquence que nous avons soulignée. Après, on a remarqué que ceux qui ont tenté de justifier l'idée d'une hiérarchie sont tous arrivés à la conclusion que le groupe dont ils faisaient partie était supérieur à tous les autres. Donc, vous voyez que toute la raison finalement qui fonde cette pseudo-science-là n'est rien d'autre qu'une raison égoïste. Donc, vous voyez que rapidement, vous avez en place une sorte d'affirmation qui est infirmée par une conséquence. Et enfin, il y a un troisième paragraphe. Et ce paragraphe-là également, vous avez le souligné en jaune. Le racisme s'est constitué à la faveur de considérations pseudo-scientifiques. Donc, vous voyez que ici, il va démontrer qu'il y a une idée faussement scientifique. Et cette idée-là sera développée et vous avez tout le soulignement des arguments qui viennent appuyer cette troisième idée. Donc, voilà 3 paragraphes, 3 idées, et à chaque fois, l'idée en début de paragraphe. Mais, encore une fois, ce n'est pas dans l'absolu. Il peut arriver qu'une idée se trouve à la fin. Et là, quand même, je demande un peu de vigilance parfois. Il suffit tout simplement de se dire que dès qu'on a une thèse, tout est dans la formulation de la thèse. Il faut identifier. Moi, je dis qu'un élève qui a identifié une thèse dans un texte a réglé le problème du texte. Parce qu'il va se dire que maintenant, le texte est constitué de paragraphes. Chaque paragraphe apporte une idée nouvelle par rapport à cette thèse-là. Et il suffit de chercher dans chaque paragraphe quelle est l'information nouvelle par rapport à la thèse. Maintenant, au fil de la lecture, si vous rencontrez une idée qui a déjà été énoncée quelque part, c'est que ce paragraphe-là peut être relié au paragraphe précédent ou bien au paragraphe suivant en fonction de la proximité des idées. Donc, voilà en somme une petite analyse pour comprendre la compréhension du texte. Donc, voilà, si vous suivez le diapo suivant, vous allez comprendre qu'il suffit de récupérer maintenant ces idées surlignées-là. Voilà, tout ce qui est en jaune dans le texte de départ que vous verrez à votre droite de votre diapo. Ça va apparaître bientôt. Donc, voilà. Bon. Ça viendra. Hein? Un peu de patience. Voilà. Donc, si vous regardez bien, ce qu'on a souligné en jaune revient dans cette étape-là. Ce qui est en mauve revient.
ce qui est en bleu, et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est en fait les connecteurs logiques que vous avez en mauve. Ensuite, vous avez, comment ça s'appelle encore, le système d'énonciation qui apparaît en bleu. On note l'affirmation qui est tempérée ici par la modalisation. Ensuite, vous avez, il me semble, en vert aussi, qui fait apparaître un autre aspect de la modalisation. Donc, voilà comment il faudra récupérer les informations qui sont soulignées dans le texte. Mais là, encore une fois, vous êtes au niveau tout simplement de la première étape de la rédaction parce que la reformulation n'est pas assez établie. Il va falloir maintenant voir la présentation qui va suivre pour comprendre comment il faut faire pour reformuler. Donc, passons à la présentation suivante. Alors, vous voyez ici que dans cette étape-là, c'est un travail qui, en fait, se poursuit par rapport à l'étape de tout à l'heure. Le texte est ici barré parfois parce qu'on est dans le brouillon. Pour changer certains mots, pour diminuer, pour augmenter, on suppose que donc le nombre de mots n'était pas si net que ça. Ensuite, il y avait beaucoup de redites du texte et on a un peu essayé de remplacer certains mots, certaines expressions pour être beaucoup plus personnel. Voilà un peu un travail qu'il va falloir maintenant à l'étape finale, qu'il va falloir tout simplement rédiger au propre, toujours au brouillon. Donc le brouillon, vraiment, je dis souvent qu'un bon brouillon est déjà une copie. Donc enfin, la dernière étape sur cette application à titre voilà, illustrative. Donc vous avez un résumé final et naturellement, vous avez deux paragraphes parce que si vous regardez bien, dans l'autre texte, dans le texte à droite, les deux derniers paragraphes sont un tout petit peu, excusez-moi, les deux derniers paragraphes sont un tout petit peu proches. Donc, on a réduit, au lieu de 3, on s'est retrouvé avec 2 paragraphes. Ne vous inquiétez pas, on peut avoir un texte qui a 5 paragraphes, on se retrouve avec 4 paragraphes ou 3 paragraphes. Il se trouve que dans ces cas-là, très souvent, le premier paragraphe peut fonctionner comme une introduction et parfois le dernier paragraphe comme une conclusion. Ou bien à l'intérieur des paragraphes, il y a une sorte de transition et cette transition est considérée comme un paragraphe qu'il faudra relier tout simplement au paragraphe précédent ou bien au paragraphe suivant en fonction de la proximité des idées développées dans les deux paragraphes à fondre. Donc, voilà un peu ce qu'il faut retenir du résumé. Pour clore vraiment sur cette application-là, il faut dire ceci. Un résumé doit tout simplement marcher sur 2 pieds. La reformulation et la réduction. Reformuler, c'est-à-dire que c'est un travail de reconstruction d'un texte. Ensuite, rédiger en réduisant, c'est condenser un texte. Un texte qui faisait 100 mots, qui doit devenir 25 mots, nécessite forcément donc un travail personnel, une réécriture du texte. Mais en ayant en tête que on ne garde que les idées essentielles du texte de départ en n'y ajoutant absolument rien, même si on a de très belles idées. Voilà en somme la règle d'or du résumé. Et encore une fois, un texte qui fait rire, un texte de départ qui fait rire ne doit pas être résumé de sorte à faire pleurer. Donc ça, je taquine souvent à dire que parfois, il y a des élèves qui vous résument un texte qui fait pleurer, ils vous le résument et vous avez envie de rire par rapport à ce que lui, il rend. Donc voilà, en somme, ce qu'il faut garder par rapport au résumé. Et encore une fois,
c'est surtout le travail de la compréhension qui est plus importante, parce que sans ce travail-là, vous ne pourrez pas réaliser ces deux biais dont je viens de parler, c'est-à-dire la reformulation et la réduction. Voilà, M. Mané, s'il y a d'autres soucis à régler, je pense qu'on peut laisser les élèves poser des questions s'il le faut. Voilà. Merci beaucoup, M. Ndao. Merci pour la clarté des explications. C'est clair. Je pense que les candidats qui sont en train de suivre ou bien qui vont le suivre après, puisque ce sera rediffusé, donc vont profiter réellement de vos explications. Maintenant, vous l'avez dit, le maître mot, c'est quoi? C'est la compréhension et la réduction. Et tout cela va nous conduire à quoi? À la fidélité. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a beaucoup de concours, surtout lorsqu'il s'agit de l'administration centrale. Il y a soit le résumé, il y a soit la synthèse de texte. Donc, vous devez être en mesure de reprendre un texte, mais en moins de mots. Ben, supposons un gouverneur ou un préfet qui n'a pas d'aptitude à résumer. On lui soumet des doléances, il résume et il fait ce qu'on appelle le contresens. Donc, il va mal informer. Le correcteur aussi, on suppose que lui, il n'a pas le temps de lire le texte qui est trop long, même si on sait qu'il l'a lu. Donc, votre travail consistera à faire le job pour lui. Donc, lui, il est paresseux, il n'a pas le temps de lire tout le texte. Il fait à peu près 800 mots. Donc, vous devez réduire de telle sorte qu'il ne perd aucune information. Donc, j'ai l'habitude de dire aussi aux élèves que si c'est un texte, par exemple, un discours de Martin Luther King, qui dit « j'ai fait un rêve », tu ne peux pas résumer en disant « il a fait un rêve ». Donc, fais comme si c'était toi, Martin Luther King. La seule différence, après ton texte, tu n'écris pas Martin Luther King. Et tu fais de sorte que l'on pense que c'est Martin Luther King qui n'a plus maintenant beaucoup de temps pour dire son discours, mais qu'il a quelques minutes et qui va essayer de condenser, qui va aller à l'essentiel. Mais les deux discours doivent avoir à peu près les mêmes idées, la même articulation, puisqu'on doit respecter l'ordre des idées. Donc, M. Ndao a insisté sur l'ordre des idées et sur l'enchaînement logique. Donc, vous avez vu qu'il a affirmé une chose, il a après, par la suite, plus ou moins, il s'est opposé. Or, dans ton résumé, on doit ressentir ces différents éléments-là. Donc, même si vous pouvez reprendre les mots de liaison, on parle de mots de liaison, il peut y avoir aussi des expressions. Au lieu de dire « mais », dans le texte, on peut avoir « face à cette situation », on note une autre position qui s'oppose à la position, par exemple, commune. Là, vous n'avez pas besoin de faire toute cette longue phrase. Vous dites « cependant », vous dites « mais », etc. Attention à l'utilisation de « cependant ». Ce n'est pas si les autres... Moi, mes élèves ont ce problème. Cependant, si tu ne peux pas remplacer dans ta phrase « cependant » par « mais », ne mets pas « cependant ». Cependant, c'est une opposition. Cependant, n'explique pas. Cependant, n'a pas une valeur explicative. Cependant, a une valeur d'opposition. Et enfin, comme vous l'avez dit, toujours mentionner le nombre de mots. Monsieur Ndao, en attendant peut-être que Mme Fall réagisse, qu'est-ce qu'un mot? Puisque moi, candidat, je termine, je peux me dire, est-ce que j'ai bien compté? Est-ce que, voilà. Qu'est-ce qu'un mot? Voilà. En fait, un mot, c'est... Bon, je vais me répéter. C'est un mot qui est séparé des autres par un blanc. Voilà, supposons ici le texte que vous avez en face de vous, vous avez « le racisme est un complexe de supériorité ». Le est un mot séparé de racisme par un espace blanc. Alors, si vous avez l'Afrique,
supposons, bon, je continue dans la lancée, vous avez de supériorité qui entraîne le rejet d'autrui, D apostrophe. Le de est un mot parce que séparé de autrui par un blanc. Alors, il y a d'autres mots quand même, comme le te euphonique qu'il ne faut pas compter comme mot. En fait, ce n'est pas un mot, c'est un te euphonique. Par exemple, quand tu dis, par exemple, ainsi chante-t-il. Ainsi chante-t-il. Le t là, en fait, c'est pour éviter la rencontre des deux voyelles. On appelle ça un te euphonique. Ce te là ne compte pas. Maintenant, il y a les pourcentages qui comptent un seul mot. Il y a aussi le cas des dates. Bon, par exemple, 1980, c'est un seul mot. Donc, il y a une sorte de logique quand même qui parfois prévaut, qu'il faudra surtout prendre en compte. Mais le problème qui se pose quand c'est un mot composé, donc du genre c'est-à-dire, le C apostrophe c'est un mot, le E est un mot, le A est un mot. Vous voyez, à chaque fois, il y a un blanc qui sépare les mots. Et le mot, très souvent, a aussi un sens. Hein, donc, ça signifie quelque chose. Comme ce n'est pas le cas avec le te qui ne signifie absolument rien. Donc, comme je viens de le dire. Donc, c'est ça le mot. Autre chose que je voulais ajouter avant d'aller plus loin, c'est que quand vous faites un résumé, il ne faut pas oublier de prendre en compte le bas. Parce que si vous ne savez pas que rien que la compréhension du texte compte 3 points et que cette compréhension du texte conditionne tous les autres points en fait. Parce qu'un élève qui ne comprend pas le texte, forcément, il ne pourra pas être fidèle. Et la fidélité, c'est 3 points. Donc, vous voyez que, en fait, finalement, la compréhension du texte va entraîner la fidélité du texte. Parce que la compréhension du texte, c'est-à-dire, c'est ce que je dis tout à l'heure, il faut que l'élève considère toutes les idées essentielles. Donc, et pour cela, il faut les mettre en évidence dès le texte de départ. Il faut les mettre en évidence. Et je dis également que les connecteurs logiques vont aider à cela. Donc, la situation d'énonciation aussi fait partie des éléments de la compréhension du texte. Parce qu'un élève qui, comme tu dis, le texte dit « et il dit « il », c'est que là, il n'a pas compris le texte. Donc, 3 points pour la fidélité. Il faut, l'ordre des idées doivent être respecté. Vous voyez, ça devient finalement facile, hein, en quelque sorte. Les idées doivent être reformulées correctement, donc ne pas faire des contresens. Le texte, l'auteur, les enfants sont partis, vous dites les enfants sont restés. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle absence de fidélité. Alors, ensuite, dans la fidélité aussi, il faut surtout se garder de trouver des mots trop approximatifs pour remplacer les mots du texte. Je dis que vraiment, si vous avez vraiment cherché, et que vous n'avez pas trouvé, il est préférable de garder le mot que de recourir à un mot qui trahit complètement le texte. Donc, un autre aspect de la fidélité, c'est la marge de tolérance. Vous voyez, on revient toujours à parler de cette honnêteté-là intellectuelle qui consiste à dire le nombre de mots, même si vous vous trompez avec un mot, 2 mots, peut-être ça se partage, ça se pardonne, mais quand même, une dizaine, une vingtaine de mots, je pense que ça relève un peu de l'arnaque, hein, excusez-moi. Ensuite, la correction linguistique. Le français, il faudra surtout lire et relire, et j'ai dit que vraiment, la meilleure méthode, c'est de lire, parce que le résumé, il est court. Lire autant de fois qu'il faut chercher de type de faute. Lire pour corriger la syntaxe, lire pour corriger l'orthographe, lire pour corriger le vocabulaire, etc. Et à la fin, vous allez vous retrouver avec un texte vraiment zéro faute. Bon, une faute, 2 fautes, ça se pardonne. Les 3 points sont assurés. Et enfin, il y a quelque chose que j'ai omis de mentionner, c'est la présentation de la copie. Bon, je l'ai dit entre les lignes, mais la présentation de la copie est essentielle. C'est un point, mais un point en français pour une série, L', c'est 6. Donc, vous voyez, en S, c'est 3 points. Donc, ici, vraiment,
rien n'est gratuit. Voilà, en somme, M. Mané. Merci beaucoup, M. Ndao. Rien n'est gratuit. Je pense que nos candidats et nos élèves ont bien compris que le résumé, ce n'est pas un exercice pour les magiciens, mais c'est un exercice pour des élèves qui ont compris le texte. Donc, ne soyez pas un peu perdus par les tournures. On ne vous donnera jamais des phrases qui sont très simples. Donc, c'est des tournures. Mais comme M. Ndao l'a dit, il y a forcément une idée qu'il défend ou une idée qu'il est en train de réfuter. Donc, attention, on peut bel et bien réfuter une idée. On peut dire, par exemple, que l'on a longtemps pensé que les garçons sont plus intelligents que les filles. Donc là, ne te précipite pas pour dire que sa position, c'est de montrer la suprématie des garçons sur... Non, parce que lorsque tu vas continuer à lire, tu verras, cependant, cette perception est erronée en ce sens que, etc. Donc, vous voyez, tout son texte consistera à montrer que les filles sont aussi les garçons sont aussi intelligents que les filles. Donc là, il faudrait vraiment lire le texte et le comprendre. Si on doit perdre du temps même à lire une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, il faut le faire pour comprendre le texte. Être même en mesure dans sa tête de dire on a tel plan. Donc, que dans ce texte, on a 2 parties ou 3 parties. Donc ça, on n'a pas besoin peut-être forcément de l'écrire sur un bout de papier, mais on peut l'avoir en tête. Là, ça te permettra de ne pas sortir de ce canevas-là. Si tu sais que là, il commence par donner les causes, les conséquences, les solutions, je donne un exemple comme ça, mais en résumant, tu ne vas pas sortir de ce carcan-là. Tu ne peux pas sortir. Et sortir de ce carcan, c'est faire dire au texte qu'il n'a pas dit. Voilà. Madame Fall, Djouma. Oui, merci, M. Mané. Vraiment, M. Ndao nous a régalé aujourd'hui. Moi, j'avais l'impression vraiment d'être dans une autre discipline, tellement j'ai appris en tant que prof les subtilités que M. Ndao donc a mises en exergue. Donc, c'était vraiment magnifique. C'était une présentation de très haute facture. Merci, M. Ndao. Je retrouve le maître aujourd'hui et je suis très contente. Alors, peut-être juste revenir sur l'exercice de manière générale, comme vous l'avez dit. Et je pense que, bon, ce sera redondant, certes, mais comme on dit, la répétition est pédagogique. Et nous sommes là pour accompagner les candidats et pour les aider donc à éviter certaines erreurs. Donc, comme il l'a dit tout à l'heure, le résumé tourne autour de 2 éléments, compréhension et fidélité. Et moi, j'ai l'habitude en classe de faire un schéma à partir du mot fidélité. Comme il l'a dit, fidélité au système d'énonciation, fidélité aux idées de l'auteur, fidélité à la consigne, fidélité aux temps verbaux, etc. Donc, tout tourne autour du critère de fidélité. Mais pour être fidèle à la reconstitution du texte, il faut d'abord le comprendre. Et pour cela, quand même, j'aimerais que M. Ndao revienne un peu sur l'analyse des mots-clés dans un texte de résumé. Parce qu'on sait que pour comprendre un texte, il faut d'abord être en mesure de cibler, comme il l'a dit tout à l'heure, faire le repérage des mots-clés, mais également des connecteurs logiques. Je ne reviendrai pas sur les connecteurs logiques. M. Mané a déjà donc touché vraiment à fond cet aspect-là, être en mesure de lire et de comprendre l'emploi des connecteurs logiques. Mais je voudrais surtout, M. Ndao, que tu reviennes sur les mots-clés, et notamment sur les faux sens et les contresens. Il arrive que les élèves passent à côté parce qu'ils ne maîtrisent pas le sens des mots tels qu'employés dans le texte. Comme on a l'habitude de dire, un mot n'a de sens que dans le texte. Dans son contexte. Pour réussir le texte et le comprendre, il faut tenir compte de la notion de polysémie. Donc, vous voudriez bien tout à l'heure revenir sur l'analyse des mots-clés que l'élève doit faire, tout en faisant attention aux faux sens et aux contresens. Très bien. Ensuite, tout à l'heure, vous avez parlé du décompte des mots. J'aimerais également que vous dites aux candidats s'ils ont des mots comme parce que, aujourd'hui, je devrais donc les compter en un mot ou bien en 2 mots. Voilà. Très bien. Alors, voilà. Surtout pour les mots. En fait, très souvent, les élèves, certains élèves, parfois vous disent, moi, je n'ai pas choisi le résumé parce qu'il y avait des mots difficiles. Alors, comme si un texte, c'est des mots,
Alors que il faut considérer plutôt les phrases et non les mots. Et voilà, en fait, la question a été répondue par ma collègue Djouma, parce que, en fait, le mot n'a de sens que dans son contexte. Donc, voilà. Il faudra toujours se dire que, en fait, un mot ne signifie rien. C'est le texte qui lui donne sa signification. Je ne me souviens plus, Pablo Neruda, en fait, c'est lui qui le disait. Il dit que un mot peut venir dans une phrase, s'asseoir là-bas comme un roi et commander toute la phrase. Mais de la même façon, comme le disait aussi Zola, voilà, l'individu influe sur le milieu, mais le milieu aussi influe sur l'individu. Donc, en fait, on peut dire tout simplement que la phrase influe sur le mot parce que la majorité l'emporte toujours. Donc, oubliez le mot, mais rappelez-vous que c'est la phrase qui conditionne tout. Donc, voilà pour répondre à cette question sur le mot, surtout si le mot est inconnu. Le mot est inconnu, mais le sens est déjà clair et clarifié par l'essentiel du texte. Maintenant, les mots-clés. En fait, un mot-clé dépend de sa relation et de son importance par rapport à la thèse énoncée. Je me souviens d'un texte, bon, je vais le dire comme ça sous forme d'exemple pour que ça ne soit pas trop aérien, mes explications. Alors, un texte sur la lecture. Alors, dans ce texte-là, je pense, je ne sais plus si c'est Paul Valéry, je pense, quelque chose comme les adolescents et la lecture. Dans le texte, l'auteur montre pourquoi les jeunes sont déconnectés de la lecture. Les jeunes n'aiment plus la lecture. Et dans le premier paragraphe, il montre que, sous forme d'introduction, il montre que les élèves, les jeunes de façon générale, détestent la lecture. Et dans le deuxième paragraphe, il dit que il délaisse la lecture parce que il l'assimile, je crois, au livre de classe. Et le livre de classe, très souvent, est ennuyeux, et il est long. Ensuite, il aborde des questions d'un autre âge, donc qui n'est en rien proche de leur vécu quotidien. Donc, ce qui fait que tous les mots qui sont ennuyeux, qui sont anciens, tous ces mots-là deviennent des mots-clés puisque ce sont des mots qui viennent se greffer à cette idée-là de ce paragraphe pour montrer que la lecture est délaissée par les jeunes. On prend un autre paragraphe où il y a le mot l'image. Image devient un mot-clé dans ce paragraphe parce que l'auteur, il dit que l'image vient supplanter le texte. C'est-à-dire qu'au fond, même le livre au sens de lecture devient presque caduque parce que il y a la bande dessinée, il y a les magazines et les jeunes préfèrent cette facilité qui consiste à consommer très rapidement. Donc, le mot consommer devient déjà un mot-clé parce qu'il y a la rapidité de la consommation. Donc, tant que le mot est lié à la thèse et vient clarifier la thèse, vient prouver la validité de la thèse, il devient un mot clé. Alors, si je continue dans la même lancée de ce même texte, on va voir que le mot « les jeunes sont déconnectés du livre », le mot « déconnecté » devient un mot clé parce que ça va montrer que il y a un éloignement entre du jeune par rapport au livre. Donc, vous voyez, l'essentiel, c'est de retenir que le mot-clé est un mot qui vient participer dans la construction d'une idée qui confirme la thèse de l'auteur. Voilà comment je définis donc le mot-clé. C'est un mot qui vient, avec d'autres mots bien sûr, participer à prouver la validité de la thèse. Donc, tous ces mots seront clés. Alors, maintenant, pour le décompte, j'en ai parlé tout à l'heure, mais comme l'exemple que ma collègue a donné, parce que on écrit parce que ça dépend, parce qu'il y a parce que, ça fait 3 mots,
parce que ça fait deux mots. Donc là, je pense que dès qu'il y a un blanc, il y a toujours un mot. Bon, c'est vrai que tout à l'heure, j'ai dit que ça signifie, mais il arrive que ça ne signifie pas réellement, parce qu'au départ, c'est-à-dire à l'origine du mot, ça avait une signification, bien sûr. Maintenant, avec le latin qui devient un ancien français, et un ancien français qui devient un français que nous parlons, donc naturellement, il y a des mots qui se fichent, des mots qui changent de sens, des mots même qui perdent leur autonomie pour devenir un peu dépendants par rapport à d'autres, ce qu'on appelle des mots valises, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, je l'ai évoqué un peu. C'est vrai qu'il fallait que ça soit clair, mais il y a des mots qui sont composés. Donc, ces mots composés, parfois, soit ça dépend. Si le mot composé devient un mot à sens unique, on compte en un mot, comme par exemple le mot, je vais penser à quel mot, les mots qui ont des suffixes et des préfixes en même temps, mais un mot composé comme, quel mot, donnez-moi venez à mon secours, un mot composé comme, voilà. Pomme de terre. Voilà, pomme de terre, voilà. Là, on dit trois mots, parce que, en fait, il y a des blancs entre les mots, et chaque mot a une signification dans sa maison, comme on dit. Maintenant, quand ils sont ensemble, ils forment une union qui peut être très agréable quand elle est frite. Bon. Et aujourd'hui? Voilà, aujourd'hui, deux mots aussi, parce qu'au jour, c'est un seul mot, c'est collé, carrément, et le oui, c'est un autre mot également. Donc, par contre, j'ai vu quelque part, même, bon, je ne sais pas, parfois, c'est des exceptions, mais parfois, on peut vous compter ça en un seul mot. Moi, pour ma part, je suis très, voilà, je pardonne. Donc, mais aujourd'hui, parce que le oui, en fait, c'est un mot. Donc, bon, voilà. Ok, merci. À un moment Merci. donné, je vais compter en un seul mot. Bon, mais quand même, on peut le prendre comme un mot ou deux mots. Effectivement, vous avez raison. Surtout, vous avez parlé de l'origine latine. C'est une sorte de redondance, de répétition. Voilà. Moi, je le considère souvent comme étant un seul mot. Un seul mot, voilà. Mais, chers élèves, il faut vous dire une chose. Vous n'êtes pas à un mot près. Je ne dis pas de faire ce que vous voulez, mais dites-vous que c'est pas parce que j'ai compté, je veux prendre ma copie, je suis en train de dire est-ce que c'est 99 ou est-ce que c'est 98, c'est 99 ou 98, etc. Ça, je pense que ça, c'est pardonnable. Maintenant, une question, Voilà. M. Ndao. Si moi, candidat, je me dis, je n'ai pas trop lu d'œuvres, je n'aime pas trop lire les problématiques littéraires, je ne les aime pas trop. Donc, je vais faire le résumé suivi de discussion, puisque l'autre fois, c'était sorti sur le racisme, donc j'y vais, parce qu'on me donnera forcément voilà, l'immigration clandestine ou bien les réseaux sociaux. Est-ce que c'est une position qu'on pourrait défendre? Donc, je fuis la dissertation. Je ne veux pas choisir la dissertation parce que je n'ai pas assez lu, je n'ai pas une culture littéraire très développée. Donc, je vais faire le résumé puisque là-bas, parfois, on donne des problématiques d'ordre général. Que conseillez-vous à ces candidats? Bon, ça, je pense que je vais dire quelque chose que tous les profs disent, en fait. C'est-à-dire que, bon, je ne sais pas d'où vient vraiment cette attitude de nos élèves, mais je dis qu'au bac, il faut partir avec le choix. Parce que on a le choix. Mais aller au bac sans avoir le choix pour des épreuves qui vous proposent des choix, non pas deux, mais trois quand même, je pense que c'est une plaie. Alors, voilà, si vous pensez que, par exemple, bon, pour les séries S, parfois ça passe, hein, on ne sait jamais ce qu'on va vous donner. Parfois, même en série S, le sujet peut être littéraire. Donc, il ne faut pas avoir de fixation sur une épreuve. Il est préférable
je l'ai dit d'ailleurs au début de mon propos, j'ai dit que le résumé et le commentaire sont les parents pauvres. Et surtout le commentaire, ce n'est pas l'objet de notre réunion aujourd'hui. Mais le résumé est, après le commentaire, le deuxième parent pauvre. Parce que certains élèves se disent, oui, bon, dissertation ou rien. Mais on l'a vu dans certains cas, la dissertation vient et ne vous donne aucune idée. Donc, il est préférable, tout simplement, pour couper court, il est préférable d'être bien partout. Alors, je sais pas, c'est un rêve pour un professeur d'avoir des élèves qui peuvent traiter tout. Moi, je dis toujours que c'est un rêve. Mais quand même, avoir une fixation sur une épreuve, c'est extrêmement dangereux. C'est comme faire de la loterie. Et à l'école, il n'y a pas de loterie. Beaucoup d'élèves, parfois même je dis aux élèves, moi je ne dis à personne bonne chance parce que le premier critère, c'est le courage. Je dis du courage. Et la chance n'appartient à personne, mais le courage nous appartient. Donc, allez faire une épreuve comme le bac, votre examen considéré comme trop sérieux, vous y allez avec voilà, une idée comme quoi je n'ai que le résumé, je ne ferai que le résumé parce que pour quelque raison que ce soit, en tout cas, ce n'est pas une attitude vraiment de sagesse. Voilà, et surtout qu'en elle, les résumés et discussions sont très littéraires, très souvent. Beaucoup plus littéraires parfois même que la dissertation et le commentaire. Donc voilà, M. Mané. Exactement. Merci. Madame Fall, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, peut-être abonder dans le même sens que M. Ndao. Ce que j'ai l'habitude de dire aux candidats, c'est qu'il faut se donner la chance à l'examen. Il faut se donner le choix. Ne pas y aller avec un seul exercice, c'est pas sûr. Parce que comme dit une de mes collègues, en cas de situation de oui, il faut savoir trouver des issues de secours. Donc, il y a au moins deux exercices. Hein? Ah oui, hein? Ça serait au moins de pouvoir traiter la dissertation et le résumé, ou la dissertation ou le résumé, ou bien le résumé ou le commentaire, ainsi de suite. Mais y aller seulement avec l'idée de faire le résumé seulement, ou bien la dissertation, c'est aller droit à l'abattoir. Et là, je pense que c'est un risque qu'aucun candidat donc ne devrait courir. Alors, peut-être juste revenir à ce que je disais tout à l'heure, M. Ndao. Pourquoi, selon vous, les candidats devraient faire attention au faux sens et au contresens dans l'exercice de résumé? Ah oui, c'est vrai. Déjà, ça pose le problème de la fidélité. Parce que, en fait, très souvent, voilà pourquoi il faudra respecter le sens dans le contexte. Parce que très souvent, les auteurs ont tendance à utiliser des métaphores, à utiliser, en tout cas, des figures de style. Et ça détourne complètement le sens d'un mot. Donc, il est préférable de rester dans le contexte. Et surtout, c'est là où intervient maintenant le paratexte. Parce que le paratexte, avec les dates même qui sont ajoutées en bas parfois, ça aide, et parfois même le nom de l'auteur. Par exemple, un Africain qui parle du mot nègre et un Européen qui parle du mot nègre, on voit que d'une bouche à l'autre, le sens est complètement dénaturé ou dévié. Donc, ça, c'est extrêmement important. Voilà, Madame Fall. Je pense que vous avez parfaitement raison. Donc, il faut effectivement faire très attention au sens des mots, puisque seul le contexte peut aider. Et le contexte, comme on dit, le contexte, c'est surtout le temps, c'est-à-dire l'époque, mais aussi l'espace. C'est pour cela que j'ai parlé de la date de publication du texte. Parce qu'un texte écrit au XVIIIe siècle ou bien au XVIe siècle peut donner un sens à un mot. Par exemple, on se connaît bien ce qu'on appelle les rétrécissements de sens, ou bien un texte comme, je donne l'exemple qui est beaucoup plus
parlant, c'est l'exemple du mot imbécile dans un texte. Excusez-moi, le mot, il n'est pas insultant de ma bouche de toute façon. Mais Ouais. imbécile, dans l'ancien français, jusqu'au XVIIe siècle, signifiait tout simplement qui est boiteux, qui n'est pas régulier. Alors qu'aujourd'hui, c'est très C'est ça. insultant. Donc, évitez surtout de considérer le mot en dehors de son contexte. Ça peut être un contexte dans le texte, mais un contexte aussi dans la réalité. Donc, c'est la seule solution pour cela. Voilà pour répondre à votre question. Et je sais que M. Mané va ajouter quelque chose. Merci beaucoup, M. Ndao. Vous l'avez dit, hein, un mot n'a de sens dans son contexte. Et le texte, c'est comme un tissu. Et ce n'est pas parce que vous ne comprenez pas un fil qu'il n'y a plus de tissu. Donc, lorsque vous êtes devant un mot que vous n'avez jamais vu, ou bien une tournure, souvent c'est les tournures où il y a la négation qui pose problème aux candidats, qui font que ces candidats-là fassent des contresens. Le contresens, c'est la bête noire du résumé. C'est faire dire à l'auteur du texte ce qu'il n'a pas dit. Par exemple, vous entendez souvent cette tournure-là. Je ne ménagerai aucun effort. Si tu traduis par je ne ferai rien, ça veut dire que vous n'avez pas compris. Ménager déjà a une charge négative. Ménager veut dire rester les bras croisés à ne rien faire. Maintenant, je ne resterai pas les bras croisés, ça veut dire je ferai tout mon possible. Il y avait un texte où on disait que le développement ou l'évolution de la science ne va pas sans problème majeur. Ne va pas sans problème majeur. Mais certains sont tentés de dire la science ne crée aucun problème. Parce qu'on a dit ne va pas sans problème majeur. Effectivement. Mais le problème, c'est que si on continue à lire, on dit ainsi, par exemple, on dit en effet, les usines aujourd'hui dégagent des fumées qui détruisent la couche d'ozone et que les voitures créent des embouteillages, etc. Les marées noires donc, tuent la faune aquatique, etc. Ben, ce sera incohérent de dire que la science se développe sans pour autant créer des problèmes. Et tu listes des problèmes créés par la science. Donc, vous voyez, tu vas te dire, ben, il y a un problème. Autre chose aussi, par rapport au texte de résumé, celui qui dit, je n'ai pas lu assez d'œuvres, je vais faire le résumé, comme M. Ndao l'a dit, ben, tu retrouveras la dissertation là-bas. Comme il l'a dit, il y a des problématiques qu'on retrouve dans les textes de résumé qui sont beaucoup plus littéraires que des problématiques données en dissertation. Par exemple, on te donne un texte où, par exemple, je ne sais pas, Amadou Ampateba parle du rôle du conte. C'est comme une dissertation. Par exemple, il montre que généralement, le conte a été longtemps considéré comme un genre mineur. Mais à y regarder de près, on sait que c'est un genre majeur parce que permettant non seulement de donner des leçons de morale aux jeunes, etc. On te dit maintenant, pensez-vous que le conte soit un genre mineur, destiné seulement à divertir, à faire voyager, à amuser le lecteur ou l'auditeur, etc. C'est une dissertation. Et la consigne qui va suivre, comme une dissertation aussi, dans la discussion, la consigne sera une consigne de dissertation. Tu commenceras d'abord par analyser la fonction ludique du conte, ensuite tu insisteras sur la fonction didactique, et enfin tu montreras qu'au-delà de ces fonctions-là, le conte peut avoir, peut jouer le rôle de gardien du patrimoine. Là, vous voyez que ce sera une dissertation, parce que tu vas convoquer des contes. On peut prendre un texte de Jean-Paul Sartre qui parle de l'engagement et forcément, tu feras une dissertation. On l'appelle discussion, mais en réalité, c'est une dissertation. Et on rappelle aussi qu'une discussion n'est pas une mini-dissertation. C'est une dissertation avec le nom, avec tout ce qu'on a dit dans la dissertation. Voilà, je ne sais pas, Madame Aïssatou, est-ce qu'il y a des questions dans le chat ou au niveau de Facebook? Merci, M. Mané. Je pense que ça a été assez clair, parce que là, je ne retrouve pas de questions. Donc, c'est assez clair pour nos chers candidats. Donc, merci à ce trio de choc, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, à M. Ndao, Adama,
à Madame Fall Dumandong et à M. Mané Abdourahmane pour cette brillante présentation. Merci aussi à Senom et à Minapro. Minapro, oui. Je l'ai dit, voilà, je l'ai dit et je vais le répéter chaque fois que vous me donnez l'occasion. Mais Senom permet de démocratiser la connaissance, le savoir. Puisque peut-être il y a des professeurs qui ont la possibilité de faire des synthèses. Il y en a d'autres qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas la possibilité, etc., etc. Mais donc, vous voyez que c'est surtout la rediffusion. Il y a des élèves qui viennent me dire, ben, je n'ai pas regardé voilà, le direct, mais la rediffusion, j'ai mieux compris. Parce que ça me permet souvent de revenir en arrière, d'écouter, de réécouter pour mieux comprendre. Donc, merci à Senom, merci à Minapro pour nous avoir permis de faire ce travail-là. Merci à M. Ndao. Alors, ouais, merci à vous aussi, hein, parce que c'est vrai que j'ai omis beaucoup de choses et grâce à vous, vraiment, la chaîne a été rétablie. Et je pense que c'est des initiatives pareilles, je crois que permettent aussi de mieux occuper l'espace des élèves parce que c'est une façon un peu de les trouver dans leur zone de confort, en fait. Voilà. C'est vrai que nous avons un peu des réticences à sortir aussi, nous, de notre cocon. Mais voilà des occasions aussi pour montrer que nous sommes des professeurs. Nous méritons d'être des professeurs de ces élèves-là qui sont à une ère vraiment très éloignée, peut-être même de la nôtre, quoi. Donc voilà, moi je suis très fier de participer à ce panel-là et d'être très fier aussi d'être celui qui rejoint les élèves dans un monde très fermé par rapport aux enseignants. Donc, j'encourage aussi tous les candidats, je leur souhaite de brillants résultats et à très bientôt dans ce canal. Merci. Voilà, merci à Cheikh Ahmadou Bamba Bao. Il ne faut pas nous oublier dans les prières parce qu'il dit merci pour ces explications très détaillées. Le résumé était vraiment l'exercice qui me posait le plus de problèmes. Maintenant, je pense être plus outillé pour traiter cet exercice. Donc, c'est un candidat. Et nous te disons du courage et que, voilà, que tu obtiennes le bac avec une mention. Merci. Donc, merci à tous. Merci aux internautes qui nous suivent. N'oubliez pas toujours de nous suivre sur nos différentes plateformes. Et on vous donne rendez-vous demain à partir de 18h pour l'analyse de graphiques en géographie avec, comme d'habitude, d'éminents professeurs qui sont très chevronnés sur la matière. Donc, merci et à demain. Merci. Ciao, ciao. Allez, ciao, ciao. Merci, M. Ndao.